Entre 1984 et 2006, entre guerre et occupation, deux pays ennemis, le Liban et Israël, entretiennent des liens qui vont bien au-delà de la guerre. Un film, Tel Aviv-Beyrouth, à travers les destins entremêlés de deux familles, israéliennes et libanaises, raconte la relation complexe, difficile, passionnelle entre ces deux pays. Pour en parler, sa réalisatrice, Michal Beganim. Bonjour. Michal, bonjour. Bonjour. Vous êtes né en Israël. Oui. Mais vous êtes né en Israël, vous en êtes parti. Avez-vous vécu l'une des guerres combattues par Israël au Liban? J'ai vécu celle de 2006. J'étais vraiment en Israël à ce moment-là. J'ai vécu en Israël et je l'ai pris de plein fouet parce que c'était une escalade très rapide. Ça s'est fait en 2 ou 3 jours. Et à l'époque, c'était Ehud Olmert qui était au pouvoir. Et d'ailleurs, tout le monde reconnaît aujourd'hui que c'était une erreur, que ce soit la droite et la gauche, enfin que ce soit les gens de droite ou de gauche, parce que cette guerre était totalement, pas nécessaire, même s'il y a eu 2 enlèvements. De là à aller enlèvement et meurtre. Et meurtre. Oui, mais je veux dire, de là à rentrer au Liban, c'était très très précipité. Les gens n'étaient pas préparés, les soldats n'étaient pas préparés. Et il y a eu beaucoup de morts aussi côté israélien. Ah oui, comment Oui. Donc ça a été une guerre assez meurtrière des 2 côtés de la frontière. Et pendant la guerre du Liban, oui, on était aussi en Israël. Et j'étais petite, donc je me rappelle très très peu. La guerre du Liban, vous voulez dire la guerre du Liban 1982. 1982. D'accord. Donc la première. La première. Oui, la première. Et donc le film s'étale de 82 à 2006. J'ai voulu montrer un peu comme ça la répétition d'une situation qui se répétait pour moi et qui montrait comme ça les répétitions de situations, un état permanent de guerre entre les 2 pays. Alors justement, votre film s'organise, il est structuré par des cartons qui nous mettent en 84, 2000, 2006. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi correspond exactement ces bornes chronologiques? Alors, 84, donc la guerre du Liban a commencé à 82, mais j'ai préféré commencer le film en 84 parce que j'ai préféré commencer le film au milieu de quand la guerre était déjà bien avancée et quand l'armée du Sud-Liban a commencé à collaborer avec Israël. D'accord. Et à ce moment-là, contre le Hezbollah. Et donc il y a des troupes israéliennes stationnées au Liban, je veux dire, au Sud-Liban. Au Sud-Liban. Voilà, il y a des troupes israéliennes stationnées au Sud-Liban qui collaborent. Donc, je raconte dans le film cette famille libanaise qui va créer des liens donc avec des soldats israéliens et des amitiés qui se sont créées entre les Israéliens et cette armée du Sud-Liban. Et ils ont collaboré ensemble contre le Hezbollah, qui est né en 84. Donc c'est pour ça, intentionnellement, j'ai choisi 84. Plutôt que 82. Voilà, donc, parce que la guerre du Liban, c'est assez compliqué. Et j'ai préféré commencer en 84 quand le Hezbollah est né et que vraiment ça y a eu. Enfin, de manière, je raconte l'histoire de l'armée du Sud-Liban. Donc ça faisait beaucoup plus sens de commencer en 84. D'accord. Et ensuite, c'est comme ce film est comme une fresque, on va dire historique, où je continue donc la deuxième partie, ça se passe en 2000, année du retrait de l'armée israélienne du Sud-Liban. Du Sud-Liban, tout à fait. Ils se sont retirés de façon très rapide du jour au lendemain, sans prévenir donc leurs alliés, donc c'était un peu une trahison. Et ensuite, 2006, à nouveau la guerre, une nouvelle guerre au Liban. D'accord. C'est structuré comme ça. Voilà le film. Et donc on suit ces 2 familles de 84 à 2006, côté israélien et côté libanais, des 2 côtés de la frontière. الليلة الماضية كذا זה לא מה שאני הייתי בכם מכאן. בבקשה, אני רק מחפשת את הבן שלי, יש פה עוד הרבה חיילים. לחיים. אין אימא, אוקיי? אתה לא הולך. Je veux retrouver mon fils, et toi, il faut que tu rentres chez toi. Je l'emmène. Qu'est-ce qu'ils disent? L'armée de merde bombarde mon pays et qu'il y a des centaines de morts chez moi.
fait 6 ans qu'on est parti. On est des traîtres là-bas. היו 5 מלחמות. יהיו עוד. allez Tania. Welcome to Israel. Alors, qui sont ces deux familles? Parce qu'il y a, du côté libanais, c'est une famille libanaise dont le père est soldat, justement, de l'armée libanaise, enfin des supplétifs libanais qui épaulent les Israéliens dans cette zone du pays. Et du côté israélien, c'est une famille dont, en fait, le père de famille, une famille de 3 personnes, une famille de 3, et le père, en fait, passe plus de temps au Liban, au sud Liban, qu'en Israël. Oui, tout à fait. Le père, il est mobilisé pendant presque 18 ans. Enfin, il fait carrière à l'armée, donc il passe beaucoup de temps avec cette famille libanaise où se crée en effet une amitié entre eux. Et il délaisse sa femme et son fils en Israël. C'est même plus qu'une amitié, en fait. Cette famille libanaise devient une seconde famille. Ça devient une seconde famille au détriment de sa propre famille dans le film, on le voit. Et puis donc ça a des conséquences sur sa vie familiale. Oui. Et c'est quelque chose qu'on observe en Israël, les gens beaucoup de militaires qui font une carrière militaire ont des réels problèmes dans leur famille parce que ils passent beaucoup de temps à l'étranger et moins avec leur famille. Ça crée des déchirements en fait. Et j'avais interviewé un général qui m'avait raconté que à la fin il parlait d'ailleurs arabe et d'ailleurs on le voit dans le film qui parle arabe et il est passé la majeure partie de son temps au Liban avec des moments où il revenait dans la famille puisque finalement les distances sont assez proches mais il y a eu ceux qui ont fait carrière, ils sont restés quand même au Liban pendant 18 ans. Ouais. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui les a frappés au Liban, en fait? Qu'ont-ils gardé du Liban après tout ce temps-là? C'est assez compliqué parce que un sentiment de trahison, quand même, qu'ils ont... ceux que j'ai interviewés avant de faire le film, parce que j'ai construit le film à partir de témoignages, que ce soit d'ailleurs de Libanais. Et c'est pour ça que le film est des deux côtés de la frontière, parce que j'ai aussi interviewé ces Libanais qui ont dû fuir. Ces Libanais donc qui ont dû fuir, qui se sont installés dans le nord d'Israël, dans le nord d'Israël, à la frontière, justement. C'est assez pathétique, mais c'est assez douloureux pour eux parce que ils sont vraiment aux portes du Liban, ils peuvent pas rentrer, ils sont considérés comme des traîtres par les Libanais parce qu'ils ont collaboré avec les Israéliens. Et ce que je peux dire, c'est que il y a quand même une conscience politique de ces hauts gradés de l'armée qui ont abandonné leur allié, et c'était des ordres en fait qui venaient de beaucoup plus haut. Enfin, c'était vraiment le gouvernement de Ehud Barak à l'époque. Donc il y a de la part de ces militaires qui ont collaboré une certaine culpabilité quand même par rapport à ces amitiés qui se sont créées, qui étaient très fortes. Enfin, moi, quand j'ai interviewé ce général, il me disait que c'était carrément, des frères d'armes, quoi. Donc. Sors, on va se prendre une balle dessus. Laisse ça. Allez, cours. Allez, vite, cours, Tania. Arrête, Tania. Ce que vous mettez en scène dans votre film, c'est que justement dans la foulée du retrait israélien du sud Liban, on voit cette famille libanaise dont le père était donc militaire, aux côtés des Israéliens,
Et ils doivent partir du jour au lendemain en Israël. Je veux dire, ils deviennent donc, en fait, pour dire les choses très sommairement, réfugiés politiques. Mm. Il y a une comparaison comme ça qui vient immédiatement à l'esprit, c'est qu'en fait, ce sont un petit peu les harkis d'Israël. Tout à fait, tout à fait. Ce sont un peu comme la situation des harkis, c'est-à-dire qu'il y a eu cet abandon comme ça de l'armée israélienne et ils se sont retrouvés dans le nord d'Israël, un peu à se débrouiller tout seuls et surtout sans être acceptés par la société israélienne vraiment. Ce que vous montrez, quoi. C'est et ils n'avaient pas de passeport, ils n'ont pas eu de passeport israélien. Ça a été par la deuxième génération maintenant un passeport, mais les premiers ils n'ont pas eu de passeport, donc ils étaient bloqués en Israël. Ils pouvaient pas même sortir du pays pour aller autre part. Ils étaient coincés en Israël. Alors justement, nous étions en 2000. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Quelle est leur situation 20 ans après ? Parce que quand même, il s'est passé beaucoup de temps. Je veux dire, il y a une génération. Combien sont-ils ? Et désormais, comment sont-ils intégrés ? Alors, ils sont à peu près 30 000 ou 40 000, entre 30 et 40 000, et il n'y a pas vraiment de... Ce qui fait beaucoup. Oui, Au sens où c'est un nombre significatif. Hein. Oui, c'est une communauté qui vit au nord, principalement, d'ailleurs. Communauté chrétienne ? Chrétienne. Oui. Ils ont créé leur propre église, ils ont une église maronite. Je me suis rendue pour justement d'où c'est là que j'ai découvert justement que ils avaient le droit de passer la frontière que quand ils étaient morts, quoi. C'est-à-dire que cette histoire de cercueil est réelle. Oui. Ce qu'on voit à la fin du film. Voilà. Et ça m'a frappé parce que j'ai trouvé ça quand même hallucinant. Ah oui, ils peuvent retourner dans leur pays pour y être enterrés, mais pas pour y vivre. Pour retourner dans leur terre, là, donc les frontières s'ouvrent pour que le cercueil passe, exactement comme je le mets en scène dans le film. Et donc ils sont, cette génération de gens de 2000 qui meurent sont enterrés au Liban. Et ils passent la frontière comme ça. Après, la nouvelle génération, alors il y en a justement, comme ils sont nés en Israël, certains, ils ont des passeports israéliens, la nouvelle génération. Alors, c'est compliqué pour eux, parce qu'il y en a certains qui refusent. Ils ont un rapport très compliqué avec Israël, quand même, parce que ils se sont trahis, et c'est un pays aussi ennemi pour eux, parce que, quelque part, ils se sentent aussi libanais. Et donc, en 2006, quand il y a eu la guerre à nouveau, c'était un déchirement pour eux d'être à la fois en Israël avec certaines personnes de leur famille qui étaient de l'autre côté de la frontière et qui souffraient des bombes israéliennes. Donc ils ont un rapport très compliqué avec cette situation. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés, mais de toute manière ils sont pas très bien intégrés aussi, même cette nouvelle génération. Et il y en a qui ont décidé de partir de cette nouvelle génération. לאן אתן נוסעות? אנחנו אחיות מרמב"ן, אנחנו נוסעות לבית חולים בנהריה. נהריה. כן. התחילו להפציץ שם היום בבוקר, כולם יוצאים משם. אני יודעת, אנחנו לתגבור, הם צריכים שם תגבור בגלל מה שקורה. כן, אני צריכה תעודת זהות של שתיכן. אוקיי. Ils veulent nos papiers. T'as des... בבקשה. היא נולדה בלבנון? כן. איפה? לא, היא חיה בארץ, אבל היא חיה בארץ. איפה? היא חיה בצפון, בג'ורדיש. והיא גם אחות. כן, אנחנו עובדות ביחד. טוב. תפתחי את המטען. טוב. בבקשה. טוב, בסדר. בסדר? בואו תעברו. אוקיי, תודה. Dans votre film, vous avez fait le choix de raconter principalement cette guerre du point de vue des femmes. Et surtout, non seulement du point de vue des femmes, mais du point de vue d'individus qui n'ont pas combattu, soit au Liban, qui n'ont pas combattu au Liban, quoi. Enfin, je veux dire, qui n'ont pas été partie prenante de ce conflit, mais qui en payent directement les conséquences. Oui,
L'état de guerre, elle est globale, même si on n'est pas au front. Qu'on soit à l'arrière-front et qu'on soit mère de famille avec un enfant, la guerre, elle est tout aussi cruelle et tout aussi violente que si on est au front. Et c'est ce que j'ai voulu raconter dans mon film, parce que moi étant israélienne et ma mère ayant vécu ça, parce que mon père était soldat pendant la guerre du Kippour et puis ensuite du Liban, j'ai voulu raconter cette solitude de ces mères qui se retrouvent seules avec leurs enfants, et aussi côté libanais, cette fille qui subit en fait les conséquences des actes de son père. Et c'est vrai que c'est peut-être la première fois qu'un film de guerre est vu du point de vue du regard de féminin. Et on sent plus la guerre avec la bande sonore par exemple qui est très présente dans le film. On entend la guerre plus qu'on ne la vit frontalement, et donc on voit des hélicoptères, des sons, on perçoit la guerre autrement. Par la radio. La Par la radio radio. joue un rôle important dans le film. Oui, comme elle joue un rôle important en Israël, et tout le monde est collé à la radio tout le temps et à la télévision, donc c'était aussi c'est une manière de vivre la guerre. En Israël, par exemple, on voit en direct quelquefois les opérations militaires. C'est assez hallucinant. Enfin, il n'y a pas d'autres pays que je connais où on voit carrément les opérations militaires qui sont effectuées en direct à la télévision. Ce qu'on voit dans votre film, c'est l'idée d'un Liban dont Israël n'arrive plus à sortir depuis qu'il s'y est impliqué en 82. Donc on voit c'est un père de famille qui commence avec le Liban 82, qui ne le quitte plus jusqu'au retrait israélien de 2000, puis un fils qui intègre Tsahal et qui est stationné au nord du pays et qui donc devient l'un des 2 soldats enlevés par le Hezbollah en 2006. Y a-t-il selon vous, un moyen pour Israël de sortir du Liban, sachant que le principe d'une guerre, malheureusement, c'est que vous n'êtes pas seul maître du jeu. Oui, c'est ce que je montre un peu dans le film, c'est que c'est un conflit sans fin et que finalement cette répétition de 82 à 2006, elle peut très bien continuer à se répéter. Il suffit de rien pour que ça redémarre en fait, et c'est tout le problème en Israël, c'est-à-dire on sent que ça peut basculer d'un moment à l'autre et on peut basculer d'un moment à l'autre dans une guerre totale, quoi. Et plusieurs fois je l'ai vécu, pas seulement avec le Liban, mais avec Gaza, etc., où tout d'un coup il suffit qu'il y ait 2-3 roquettes qui soient lancées ou 2 attentats pour que tout d'un coup on sent la fragilité de ces moments de paix entre guillemets, ou de ces moments où il y a mais on sent que tout peut basculer d'un moment à l'autre très rapidement et dégénérer en fait. Et ça, je pense que tous les Israéliens le sentent et le ressentent, et c'est pour ça qu'ils sont dans un tel rapport à la vie, dans un tel rapport à l'immédiateté de la vie, parce qu'ils savent que on ne sait jamais quand il y aura la prochaine guerre, on ne sait jamais si c'est l'année prochaine, dans un mois. Tout ça, c'est un état permanent, la guerre en fait. Et des deux côtés de la frontière, je pense que les Libanais ressentent exactement la même chose. Et ils sont. Enfin, les Libanais qui sont en fait otages d'une milice aujourd'hui, quand même. Oui. Faut voir, le Liban existe et n'existe pas, puisque dans la mesure où il est désormais détenu par une milice, le Hezbollah, laquelle milice est financée par une superpuissance de la région qui est l'Iran. Tout à fait. Ils sont terrorisés par le Hezbollah, tous les gens, et tous les Libanais que je connais, et ça a été extrêmement compliqué de réunir un casting, parce que je tenais à ce qu'il y ait des Libanais dans le film, et que peut-être pour la première fois des acteurs israéliens et des acteurs libanais jouent ensemble, mais je tenais à ce qu'il y ait ça dans le film, parce que c'était important pour la véracité, et ça a été très très compliqué, parce que il y a beaucoup de Libanais qui ont peur des conséquences qu'ils peuvent avoir au Liban, et notamment
avec le Hezbollah, qui est très menaçant. Et d'ailleurs, menaçant est un euphémisme. Hein. Oui, est un euphémisme. Michal Bogani, merci beaucoup. Donc, votre nouveau film, Tel Aviv-Beyrouth, est sur les écrans à Paris et en province depuis le 1er février. Merci. À très bientôt pour une nouvelle émission Cinéma sur Academ. Merci. Ça te manque le Liban? Ça fait 6 ans qu'on est parti. Je pense tous les jours. On l'a quitté en catastrophe. J'ai tout laissé derrière, tout. Et tu veux pas y retourner? Impossible, mon père a été condamné à plus de 100 ans de prison. T'imagines, c'est plus qu'une vie. On est des traîtres là-bas. On peut même pas repasser la frontière.